Bonjour. Pour ce premier film de présentation de la très longue série traitant de la trahison militaire, j'ai voulu vous présenter les deux thèses qui s'affronteront tout au long de cette enquête. La première est celle que chacun connaît d'un irrésistible blitzkrieg qui aurait amené en 15 jours la plus cuisante défaite que la France ait connue depuis Vercingétorix. Son principal défenseur, le colonel Karl-Heinz Frieser, historien militaire allemand bien connu, l'a très bien résumé en ces termes. La victoire allemande serait en réalité due à 3 facteurs principaux. Des hasards incompréhensibles, des erreurs incompréhensibles de la part des Alliés, un non moins incompréhensible individualisme de quelques généraux fonceurs à la tête des divisions blindées et qui mirent non seulement les Alliés, mais également la direction allemande devant le fait accompli. Cette théorie de l'incompréhensible nous propose donc que rien ne serait logique dans cette bataille, mais que, faute de mieux, en réalité, faute d'archives françaises sur le sujet, les peuples n'auront qu'à s'en contenter sans chercher à comprendre. Or, justement, les archives françaises de la bataille de France ont enfin été ouvertes après 60 ans de secret. Et voici 20 ans que certains historiens un peu plus courageux et honnêtes que les grands ténors encensés des médias ont choisi de s'y intéresser. Et vous savez ce qu'ils ont trouvé. Toutes les preuves d'une trahison militaire française. La question est donc, pourquoi sont-ils si peu nombreux à s'y être intéressés? Et l'on me répondra que c'est sans doute parce que l'idée ne leur en est pas venue. Première donnée incompréhensible de la part d'une profession censée réviser l'histoire, aussitôt que de nouvelles archives apportent un nouvel éclairage. Or, rien. Depuis 20 ans, les historiens et les médias politiquement corrects font mine d'ignorer cette nouvelle source d'information. Chacun se doute bien pourquoi. Il n'est jamais facile de reconnaître qu'on a bâti toute sa carrière et accumulé tant de titres prestigieux en ces temps totalement fourvoyés. Pourtant, on ne peut pas dire que le doute n'existait pas et que les témoins n'ont jamais dénoncé une trahison militaire depuis 1940. Pour en être certain, j'ai choisi de vous présenter le texte de M. Albert Bayet, rédigé en 1940, immédiatement après la bataille et sur la base des témoignages de soldats français. Voici ce texte, édité sous le manteau dès 1941 par les presses clandestines de la résistance. Je parle de la vraie résistance, pas de celle des repentis de Vichy. Ce n'est pas le manque d'armes, ce n'est pas le manque d'hommes qui ont provoqué la débâcle, nous dit M. Bayet. C'est le parti pris de ne pas utiliser les armes. C'est le parti pris de ne pas employer les hommes. La Grande Fuite n'a pas été le résultat d'un état de fait, elle a été le résultat d'un plan. Tout le monde, disait-on, a vu les soldats refluer en désordre vers le sud. Tout le monde les a vus, d'accord, mais ce que tout le monde avait vu d'abord, c'était des officiers commandant ces soldats abandonner leurs troupes en leur donnant des ordres de repli. En fait, partout où les officiers sont demeurés à leur poste et ont prescrit de résister, la résistance, toute désespérée qu'elle fut, a été splendide et 1000 exploits sur lesquels Vichy a honteusement fait le silence ont prouvé avec éclat que le soldat français de 1940 valait exactement celui de 1914. Seulement cette armée française de 1940, qui, même après 8 mois d'attente démoralisante, ne demandait qu'à se battre, cette armée qui, pour la France, la liberté, la République, était prête à verser son sang, cette armée a été systématiquement écartée des champs de bataille. Les uns à l'ouest, les autres au centre, ont reçu ordre de repli sur ordre de repli. Ils ont cru de bonne foi participer à une grande manœuvre stratégique, alors qu'on ne cherchait qu'à les disperser et à les désarmer. Les autres à l'est ont été maintenus sur des positions qu'on avait permis à l'ennemi de tourner et ils ont été livrés sans avoir eu seulement
la possibilité d'engager la lutte. Après quoi, les mêmes hommes qui, par leur trahison, avaient vendu les soldats de France, ont tenté de masquer leur propre infamie en accusant ces soldats d'être des dégénérés, des alcooliques, des lâches. Si folles, si monstrueuses que furent ces accusations, elles ont été répandues à travers le monde par la radio de Berlin et de Rome. Elles ont, hélas, parfois trouvé accueil chez des peuples amis ou neutres, qui, ignorant la trahison de Pétain, ont cru, parce qu'il le disait, que le peuple français avait sombré dans la boue. C'est pourquoi l'honneur national exige que la vérité soit rétablie. Non, la France n'a pas été vaincue. La France a été vendue. Le message est clair. La trahison nettement dénoncée. Et pas par n'importe qui, puisque M. Bayet était un sociologue de réputation mondiale, professeur à la Sorbonne et président de la Ligue de l'enseignement. Ce qui n'est pas négligeable comme carte de visite. De plus, en tant que résistant de la première heure, il a présidé la Fédération nationale de la presse clandestine aux heures les plus sombres, entre 1943 et 1945. On ne peut donc décemment prétendre qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Et pourtant, son témoignage fut précipité dans les oubliettes sans fond de l'histoire, sans que quiconque s'intéresse à cette dénonciation en règle. Plutôt curieux. Sans compter qu'il n'a pas été le seul à dénoncer clairement une trahison. Comme lui, des dizaines de véritables républicains, intellectuels, militaires, politiciens, furent publiés au péril de leur vie par ces éditeurs de la résistance. Ils écrivirent les mêmes mots et parlèrent d'une même voix pour dénoncer une trahison. Il est donc temps de comprendre comment on a pu éliminer totalement ces témoignages de notre histoire. Et la réponse est multiple. D'abord parce que sous Vichy, on n'a retenu que les témoignages des officiers cagoulards, c'est-à-dire ceux qui ont mené à bien cette trahison militaire et les hommes politiques qui ont comploté dans l'ombre pour préparer ce retournement d'alliance. Ensuite, parce que les différents gouvernements républicains qui suivirent ont fait le même choix. En effet, ni dans les procès intentés par Pétain pendant la guerre contre les soi-disant responsables de la défaite, en réalité contre les généraux et hommes politiques qui avaient tenté de contrer le complot et la trahison en cours, ni dans aucun de ceux de l'après-guerre, on a autorisé les témoins à parler de ces trahisons tant dénoncées par les témoins républicains. On peut donc affirmer que tous les gouvernements républicains qui ont succédé à Vichy ont volontairement maintenu ce que j'appelle le secret de famille autour de cette trahison. Une omerta respectée par les historiens bien pensants, puisque tout leur travail de recherche a été mené à partir des archives allemandes, donc des principaux complices de cette trahison. Enfin, quatrième levier de la désinformation, parce que les archives françaises sont restées au secret pendant 60 ans. Voici pour les principales raisons, mais ce n'est pas tout. Car nous allons voir maintenant que d'autres moyens, plus subtils, ont été employés afin de consolider la thèse d'État. Au pluriel, bien entendu, car comment imaginer que les autres États concernés n'ont jamais compris qu'il y avait eu trahison? Le premier moyen employé fut la censure de Vichy. Pour l'illustrer, prenons l'exemple de M. Henri Bidou, historien, géographe, correspondant de guerre et membre de la Société nationale de géographie et de la Société des études historiques. Il a collaboré à de nombreux journaux, dont Le Figaro, où il a dirigé les services de politique étrangère entre 1922 et 1925, ou encore la Revue des Deux Mondes. On ne peut donc pas prétendre que cet autre témoin totalement oublié des historiens ne savait pas de quoi il parlait. Dans un ouvrage intitulé « La bataille de France », publié en 1941, mais suprême imprudence, non pas sous le manteau, mais au grand jour. Cet historien, ayant lui aussi travaillé à partir des témoignages des officiers républicains engagés dans la bataille, a tout aussi clairement dénoncé une trahison.
Dénonciation immédiatement contrée par les censeurs de Vichy qui supprimèrent purement et simplement les pages 97, 98, 110, 111, 117, etc. Et l'on remarque que tous ces passages concernent les combats livrés sur la Meuse de Dinant, Givet et Sedan, tandis que tous ceux qui concernent les combats en Belgique demeurèrent intacts, tout comme ceux livrés ensuite sous le commandement du général Weygand, cagoulard notoire. Ce qui nous amène à une très curieuse décision prise par Hitler en personne le 23 juin 1940, soit le jour même de la signature de l'armistice. En effet, quelques minutes seulement après avoir accepté la reddition française et en avoir défini les conditions, voici que le Führer donne l'ordre d'interdire à toute personne civile ou militaire l'accès à une zone large d'environ 100 km reliant Sedan à Dunkerque, soit très exactement l'itinéraire emprunté par les colonnes du Blitzkrieg pendant les 15 jours où les trahisons se sont multipliées sur le terrain. Décision incompréhensible, prise à l'encontre de tout ce qui avait été convenu dans l'après-midi même, et mise sur le compte de l'esprit fantasque du Führer sans qu'aucun historien se soit interrogé sur une mesure qu'aucune raison stratégique ne pouvait justifier. Encore une fois, plutôt étonnant, n'est-ce pas? Cette zone interdite était située entre la zone d'administration militaire de la Belgique du Nord, englobant Lille et Dunkerque. Des centaines de cadavres de soldats allemands et français, mais également de civils, continuèrent de s'y décomposer sans sépulture pendant 4 ans. Après la guerre, quelques associations se mirent à la recherche des corps, sans tambour ni publicité, comme pour tourner discrètement une page honteuse. Puis une chape de plomb s'abattit sur cette période de l'histoire dans la région. Et on comprend mieux pourquoi M. Michel Baudier, maire de Vouziers et président de l'association Ardennes, ceux qui ont combattu, engagé depuis des années en tant que défenseur de la mémoire, tombent à des nues en voyant débarquer de leurs autocars en 1960 les premiers anciens combattants allemands venus en pèlerinage et en entendant leurs témoignages sur les combats qui, pendant 1 mois, avaient ensanglanté la région. Des combats selon eux aussi terribles qu'à Stalingrad ou Monte Cassino. Le secret avait été si bien gardé par l'État français à la suite des nazis, la machine de propagande avait si bien fonctionné qu'aucun habitant des lieux ou soldat français engagé à l'époque n'avait réussi à faire passer la vérité pendant 20 ans. Ce n'est qu'après que les langues se sont enfin déliées. Et vous comprendrez qu'avec de telles mesures, ce fut un jeu d'enfant pour les gouvernements des 4e et 5e Républiques de maintenir le secret de famille sous prétexte de guerre froide ou d'éteindre les vieilles rancunes afin de préserver l'unité nationale. C'est donc pour son bien qu'on interdit toujours au peuple français d'avoir accès à son passé, excuse fondamentale à l'origine de tous les secrets d'État. Alors évidemment, vous vous demandez ce qu'Hitler, puis les gouvernements des 4e et 5e République, pouvaient bien avoir à cacher. Et la réponse n'a encore une fois rien d'incompréhensible, puisque tout au long de la bataille, dans ce corridor des Panzers, des chars et des troupes françaises, que nous appellerons section spéciale cagoularde, ont attaqué les troupes régulières afin d'ouvrir le passage aux Allemands. Des divisions entières ont été détournées des combats, ainsi que le dénonçait M. Bayet. Au nord, d'ordre de retrait en ordre de retrait, on a fait reculer les troupes jusqu'à Dunkerque. À l'est, sur la ligne Maginot, on les a maintenus sans combattre. Idem au sud, où on les empêchera de se précipiter au secours de leurs camarades encerclés devant Dunkerque. Dans le même temps, on abandonnait systématiquement les ponts sans les faire sauter. Et on renonçait à défendre les lignes d'eau qui auraient pu stopper durablement les colonnes du Blitzkrieg. En réalité, il s'agissait de désorienter les troupes afin d'éviter toute bataille trop sanglante pour les deux parties. Parallèlement à ce retrait systématique des troupes au sol, nous verrons que de très nombreuses trahisons ont empêché que les chars et les avions français puissent attaquer les panzers du général von Kleist tout au long de leur progression. Une trahison massive et parfaitement planifiée dès les premiers jours des combats, menée de concert avec les Allemands,
est couverte au plus haut niveau de commandement par certains généraux qui sabotaient sciemment les ordres donnés par le général Gamelin, lui transmettaient de fausses informations afin de couvrir ce que les historiens bien intentionnés vont qualifier d'erreur et de hasard incompréhensible. En réalité, nous verrons tout au long de notre enquête que par cette interdiction de pénétrer dans la zone des combats pendant 4 ans, il s'agissait de laisser à ces sections spéciales cagoulardes de la 5e colonne française le temps de débarrasser le terrain de toutes les preuves susceptibles de rappeler leurs actions. Un travail de fourmi à mener sur des milliers d'hectares, depuis Sedan jusqu'à Dunkerque, afin de n'oublier aucune carcasse de char et aucun cadavre qui n'aurait pas dû se trouver là. Car ils furent sans doute des centaines à perdre la vie en attaquant, la plupart du temps par surprise et à revers, les fortifications et les lignes de défense françaises pour ouvrir la voie à leurs amis allemands. Dans le même esprit, on dynamita les blocos qui portaient les traces de ces obus tirés de revers. On détruisit des milliers d'archives. D'autres témoignages furent retirés des archives avant leur ouverture en l'an 2000. D'autres encore, parmi les plus importantes, furent volées, comme par exemple le journal de marche du général Gamelin, volé en 1958, le jour même de son décès, par un officier envoyé par le ministre de la Défense de l'époque, M. Jacques Chaban-Delmas. Soit des milliers de documents essentiels où le généralissime des armées alliées avait consciencieusement noté toutes les trahisons dont il fut victime. Vol et destruction massifs qui ont permis aux historiens politiquement corrects d'oublier le fait que dans les partis politiques, dans la presse, l'administration, le monde des affaires et les syndicats, des noyaux très influents étaient ouvertement acquis à l'idée de cesser la drôle de guerre avant toute bataille sérieuse. Oubliez également les archives révélant que Pétain, en tant qu'ambassadeur à Madrid, était en relation constante avec les émissaires allemands. Oubliez les généraux démocrates allemands qui livrèrent tous les détails du plan Manstein aux Alliés dès le mois de février 1940, y compris la date de l'attaque. Enfin, oubliez les remarques désabusées du général von Reichenau, commandant la 6e armée pendant la bataille de France. Nous n'avons pas vaincu la France, elle nous fut donnée. Soit très exactement les mêmes mots que M. Bayet. Ce sont ces archives et ces témoignages que nous allons ressusciter avec vous afin de démontrer que l'étrange défaite française de mai-juin 1940 n'était effectivement rien d'autre qu'une trahison. Et vous serez sans doute aussi stupéfait que je l'ai été quand vous constaterez que tout est faux dans cette affaire, que cette théorie du blitzkrieg incompréhensible est entièrement basée sur une énorme accumulation de mensonges et de faux témoignages. Donc, à bientôt, peut-être, si les grands censeurs nous laissent la parole.